Bonjour à tous, bienvenue sur Insomnie hors de mon lit. Insomnie hors de mon lit, c'est un podcast que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts, mais, et c'est tout nouveau et je suis ravie de vous l'annoncer aujourd'hui, ça va être petit à petit aussi des vidéos. Alors déjà, les interviews avec les invités que je reçois sur le podcast, eh bien vous allez petit à petit les avoir sur cette chaîne en vidéo pour pouvoir connecter avec mes invités, pour pouvoir profiter pleinement de leur partage, de leur expertise en vidéo. Et puis petit à petit, ce seront aussi quelques vidéos sur le sommeil que je vous ferai et que j'espère de plus en plus nombreuses. Et pour l'épisode qui va suivre, je reçois à mon micro Gaëlle Baldassari, qui est la créatrice de Kiffe ton cycle, que vous pouvez retrouver sur son site internet, sur les réseaux. Elle a écrit des livres aussi, elle fait beaucoup de conférences. Et comme son nom l'indique, eh bien, elle partage beaucoup d'informations, elle transmet, elle crée des programmes, etc. autour du cycle menstruel et de tout ce qui s'y passe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va venir faire le lien avec le cycle menstruel et le sommeil. Pourquoi ça peut impacter le sommeil et puis ce qu'on peut faire justement dans ces périodes-là. Je vous souhaite un très bon visionnage. À bientôt. Bonjour Gaëlle. Bonjour Aurélie. Bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu Gaëlle? Dans quelle énergie tu es aujourd'hui? Alors je vais bien, l'énergie est un peu particulière parce que le site internet de Kiffe ton cycle est tombé et que du coup il y a un peu d'agitation. Voilà, mais sinon je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui, de parler d'un sujet qui me touche même à titre personnel, tout ce qui est lié au sommeil. Donc je suis vraiment ravie de venir explorer ça avec toi aujourd'hui. Super. Eh bien écoute, je pense que la communauté du podcast attend ce podcast avec impatience. J'avais eu plusieurs messages, tu vois, sur les derniers mois en disant j'aimerais bien qu'on parle spécifiquement de ce qui se passe pour les femmes vis-à-vis du sommeil dans tout ce qu'elles traversent, que ce soit dans leur vie, mais voilà, même à une échelle plus courte au niveau du mois. Et donc ça faisait un moment que je disais mais oui, je vais faire un épisode dessus et il ne pouvait être qu'avec toi. Donc merci d'avoir répondu présente. Gaëlle, je te propose, avant qu'on parle de sommeil et puis qu'on rentre dans le vif du sujet par rapport à ton expertise, que tu puisses nous parler un petit peu de toi, de ton parcours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu proposes tout ça sur les réseaux, que tu as écrit des livres, que tu as fait un TEDx, que tu partages énormément d'informations justement aujourd'hui à tout niveau autour du cycle menstruel, puisque ton travail est autour de Kiffe ton cycle. Donc forcément, c'est le cœur du sujet. Qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Je pense comme pas mal d'entrepreneurs, c'est un parcours personnel. J'ai un syndrome des ovaires polykystiques et donc j'avais très peu de règles et quand je travaillais dans la banque, ça m'arrangeait. En fait, je trouvais que c'était pratique d'avoir 3 fois ces règles par an. Et puis quand j'en parlais aux médecins, les médecins m'ont toujours dit: «Bah non, mais il y a pas de problème, vous inquiétez pas, on verra le jour où vous voudrez avoir un enfant». Donc j'ai fait confiance à ça. Et puis est arrivé le jour où j'ai voulu avoir un enfant et effectivement, j'ai dû passer par la procréation médicalement assistée. J'ai eu donc ce diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques qui est tombé très tard finalement, au moment où j'entrais en procréation médicalement assistée. Et en fait, je me suis injecté des quantités énormes d'hormones et j'ai vu des variations importantes de mon humeur, de mon énergie, de ma façon de vivre à ce moment-là, au moment de la procréation médicalement assistée. Et quand j'en ai parlé aux médecins, en fait, j'ai eu des retours un peu oui, oh non, il n'y a pas de raison, oh, c'est peut-être juste le stress de vouloir avoir un enfant. Tu vois, il y avait un regard, Mmh. c'était pas méchant, mais c'était oh, tu vois, alors que moi j'avais l'impression de vivre des trucs monstrueux à l'intérieur de moi. Et donc j'ai commencé, j'ai même fait un burn-out pendant cette période-là. Et j'ai commencé à faire, une fois que j'allais mieux et une fois que d'ailleurs j'étais enceinte, des recherches pour comprendre quel était l'impact des hormones sur nous et qu'est-ce qui avait pu m'arriver. Et j'ai eu l'impression d'avoir découvert le pot aux roses, quoi, et de me dire mais waouh, mais en fait il s'ouvre un monde absolument énorme sur lequel il y a finalement très peu de recherches scientifiques. Donc par contre, l'intérêt c'est que les chercheurs et les chercheuses qui travaillent sur le sujet sont assez abordables. C'est assez facile de les contacter parce que finalement ils sont ravis de parler de leurs travaux. Et donc voilà, j'ai commencé à creuser, je dirais vraiment pour moi, pour comprendre ce qui m'était arrivé. Et puis après la naissance de ma fille, j'ai choisi de partir de la banque et j'ai commencé à proposer du coaching pour l'empowerment au féminin. Et là, je me suis rendu compte
que finalement le cycle était un sujet, je l'ai formulé comme ça dans ma tête, un peu le dernier plafond de verre qui n'avait pas été repéré au-dessus de la tête des femmes. C'est-à-dire qu'on connaît un petit peu les plafonds de verre habituels, le déficit d'estime de soi, l'éducation genrée, la difficulté à se mettre en avant, etc. Tout ça, c'est assez connu, et d'ailleurs, dans pas mal de parcours internes entreprises, il y a on essaye d'aller régler ces problématiques-là, tu vois, pour que les femmes puissent être progresser dans la hiérarchie. Mais le cycle menstruel, pour moi, passait complètement sous les radars. Et je me suis dit, mais là, il y a un truc énorme. Et dans mon cabinet de coach, à ce moment-là, j'avais régulièrement des clientes à qui je disais, mais t'en es où de ton cycle, en fait, quand tu vis ça? Et à chaque fois, il y avait des yeux un peu interrogateurs. On parle de ça, du coup, il y a une dizaine d'années. Et il y a une dizaine d'années, bah, vraiment, personne ne parlait de cycle menstruel. Donc, à chaque fois, elle me regardait en mode, ah, mais de quoi tu me parles? Et c'est une de mes clientes qui m'a dit un jour, mais Gaëlle, tu sais des trucs sur le cycle, il va falloir que tu nous en parles. Et puis de là, j'ai créé une première conférence sur le sujet. Et puis petit à petit, je me suis dit, non, le sujet est tellement énorme que je vais arrêter le coaching, parce qu'il y en a qui le font certainement aussi bien, voire mieux que moi, alors qu'aller exploser le tabou sur le cycle et faire que le bien-être menstruel devienne la norme dans notre société, bah, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui s'en saisit, donc j'y vais, quoi. Mmh. Et donc là, du coup, tu as créé un site internet, tu as commencé à partager sur les réseaux, et puis j'imagine que très rapidement, tu as vu qu'il y avait du besoin. Oui, alors au début, je parlais surtout des changements, des fluctuations d'humeur et d'énergie pendant le cycle. Donc, le livre Kiffe ton cycle, c'était ça. Le programme Kiffe ton cycle, c'était ça. C'était vraiment sur la psychologie, l'impact des hormones sur notre psychologie. Et il y avait du besoin, mais il y avait surtout mais Gaëlle, t'es bien gentille avec Kiffe ton cycle, mais moi, je souffre. Et en fait, j'ai découvert l'ampleur aussi de la souffrance menstruelle. Moi, j'ai effectivement un syndrome des ovaires polykystiques, mais qui est finalement peu souffrant au niveau menstruel. Il y a plein d'autres problèmes qui vont à côté, où j'ai découvert après que c'était en lien avec ça, mais qui étaient en tout cas en façade peu souffrantes. Et là, je me suis confrontée à l'immensité de la souffrance menstruelle. Et là, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. Donc c'est pour ça que je me suis aussi associée avec une praticienne en naturopathie qui est spécialiste des problématiques autour du cycle, pour qu'on puisse soutenir aussi dans la souffrance, en fait. C'est-à-dire ne pas considérer qu'il est normal de souffrir, mais se dire, si je dis que c'est pas normal de souffrir, il faut que j'apporte des solutions pour qu'il y ait un mieux-être, tu vois. Et donc c'est là où voilà, les choses se sont mises en place au fur et à mesure. Mais au tout début, il y avait plutôt des regards interrogateurs, des gens qui disaient « Ouais, c'est vrai, quand elle le dit, il se passe un truc, mais tu vois, il n'y a pas forcément un point de douleur et une envie de passer à l'action. » Et puis là, maintenant, on arrive dans une zone où les gens comprennent qu'il faut s'informer. Là, ça devient intéressant. Mais au début, j'avais un peu l'impression d'être toute seule à défricher un truc dont tout le monde me disait « Mais pourquoi tu fais ça ?» Tout le monde s'en fout. Oui, mais au début, c'est tout le temps pareil, c'est-à-dire que quand il y a un espace vide, les premières personnes qui arrivent, on a l'impression qu'elles sortent de nulle part, jusqu'à ce que ça devienne une évidence que ce C'est soit ça. là. Mais il y a toujours une petite partie où il faut s'accrocher, et effectivement, ça fait un moment que tu fais ça maintenant. Donc j'imagine que tu as vraiment largement contribué à démocratiser toutes ces connaissances. Et c'est marrant ce que tu dis, parce qu'effectivement, même moi, dans mes consultations, j'ai toujours une petite question, tu vois, dans l'anamnèse, où je dis, mais du coup, est-ce que vos troubles du sommeil sont majorés un petit peu avant vos règles, ou pas du tout? Et puis, s'il y a un moyen de contraception, est-ce que vous avez noté qu'il y avait un changement ou quoi que ce soit? Et souvent, les gens me disent, enfin, du coup, les femmes me disent, mais ah, mais c'est bizarre, mais maintenant que vous le dites, oui, je m'en étais jamais rendu compte. Donc rien que le fait de poser la question, ça permet déjà de se rendre compte pour soi-même que ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir. Et puis parfois, c'est, en fait, je n'en sais rien, j'ai jamais fait attention. Et puis quand le mois d'après, on revoit la personne, ah oui, effectivement, au fait, j'ai noté que. Donc c'est pour ça que le partage d'informations est si essentiel. Mais ce que je te propose, Gaëlle, c'est que avant de rentrer directement sur la thématique du sommeil, qu'on puisse poser certaines bases pour qu'on puisse parler le même langage et puis comprendre ce qui se passe dans le corps, avant même de venir parler de quoi que ce soit d'autre, notamment du sommeil. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comme quoi on va dire le mois, le cycle menstruel chez la femme, c'est pas un long fleuve tranquille. Il se passe plein de trucs, et que nous ne sommes pas, que notre société, j'ai envie de dire, nos sociétés occidentales, parce que c'est ce que je connais, est plutôt orientée sur un modèle masculin, où en fait on attend quand même de nous qu'on soit tout le temps pareil, dans la même humeur, dans la même énergie, dans la même dynamique.
et sauf qu'à l'intérieur de nous, c'est pas forcément ce qu'on ressent. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi finalement il peut y avoir des tsunamis, d'un jour sur l'autre? Ouais, alors avant de répondre à ta question, j'aimerais juste poser un truc parce que c'est souvent qu'on l'introduit comme ça en disant: «C'est un modèle masculin», tu vois? Plus linéaire et cetera et non, en fait, c'est un modèle robotique. C'est-à-dire qu'en fait, le le modèle qu'on nous transmet aujourd'hui, dans notre société est pas tant, copié sur, le masculin que sur, la machine et en fait, on attend de nous une linéarité. Aujourd'hui, les hommes sont aussi touchés par le burn-out que les femmes. Et donc, en réalité, c'est pas un modèle masculin, parce que le modèle masculin n'est pas linéaire. Donc juste, c'est important pour moi de le poser ici. C'est pas parce qu'il n'y a Carrément, pas le merci pour la soutien. précision. Ouais, c'est pas parce qu'il n'y a pas le soutien cyclique du cycle menstruel, qui est une temporalité particulière effectivement chez les femmes, qui n'existe pas, hein, il n'y a pas le pendant chez les hommes. Pour autant, les hommes sont tout aussi cycliques que les femmes. Et c'est vraiment important de le poser parce que si on accepte tous et toutes de regarder ces fluctuations-là, ben, on aura une société plus humaine et on sortira de l'idéal robotique de la société parce que la linéarité, c'est pas le vivant. Elle Alors là, oui. n'existe pas dans le vivant, en fait, la linéarité. Donc voilà, je voulais juste le poser parce que c'est important pour moi qu'on ramène pas ça à une question masculin-féminin. Effectivement, les hommes n'ont pas le cycle menstruel. Pour autant, ils sont cycliques. Ils connaissent les cycles des saisons, ils connaissent les Mmh. cycles de la vie, ils connaissent les cycles de leur journée, les cycles de leur semaine, et nous aussi. Et en fait, le cycle menstruel est un cycle parmi ce millefeuille de cycles. Oui. Mais Mais merci pour la précision, tu as raison, c'est précieux. Effectivement, moi, je voyais que d'un petit bout de la lorgnette, en fait. Je voyais juste ce côté vraiment de plus grande fatigue parfois et puis d'humeur, qu'on peut ne pas retrouver chez, son partenaire masculin parce que justement il n'y a pas ces fluctuations hormonales. Mais en fait, il y a bien d'autres aspects sous lesquels on peut prendre le oui, effectivement, l'analogie avec le robot est quand même vraiment beaucoup plus intéressante. Merci. il y a une enquête qui a été faite il y a quelques années en Angleterre qui a montré qu'il y a 24% des hommes qui décrivaient avoir un cycle mensuel. Donc, Mmh. qui ressemblait vraiment en tout point au cycle menstruel, alors qu'il n'y a pas de soutien hormonal, hein, mais donc 24% qui en ont conscience, ça veut dire qu'il y en a peut-être plus qui le vivent réellement. Et en Angleterre, ça a été appelé le syndrome du mâle irritable. Ah oui? J'avais Donc jamais entendu parler de c'est ça. drôle de voir comment on dévalorise quelque part tout ce qui pourrait se rapprocher, tu vois? Mais en réalité, on est tous et toutes fluctuants et fluctuantes. Il y a des études qui ont été faites sur les variations d'humeur et d'énergie chez les hommes et chez les femmes, et en fait, il faut voir qu'il y en a tout autant chez les hommes, voire même un peu plus chez les hommes que chez les femmes. Elles sont moins prévisibles chez les hommes, Mmh. puisqu'en fait, le soutien hormonal va créer de la prévisibilité. Donc on dit, voilà, les femmes varient, bien folles qui s'y fient, et cetera. On a entendu ce genre de phrase. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la réalité. Mmh. Puisque les hommes varient aussi, mais vont varier beaucoup plus et beaucoup plus sur la journée en réalité, puisqu'on voit les changements de la testostérone notamment se font sur les journées. Et donc en fait, ils vont avoir des fluctuations plus importantes intra-journée et beaucoup moins dans la durée, puisqu'il n'y a pas le cycle menstruel. Alors justement, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu toutes ces hormones? Donc là, tu as évoqué la testostérone. C'est important d'entendre que même les femmes ont de la testostérone. Oui. C'est pas Il y a pas que la testostérone chez les hommes et puis que les oestrogènes et la progestérone chez les femmes, mais que voilà, on est tous à produire ça, mais pas dans les mêmes quantités. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous détailler tout ça, qu'on comprenne bien? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc oui, oui, on a de la testostérone, on a des oestrogènes, les progestérones. Les hommes n'ont pas de progestérone, en tout cas pas dans cette forme-là, mais ils sécrètent aussi des oestrogènes, notamment dans leurs cellules adipeuses. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un cycle menstruel? Moi, j'aime bien présenter le cycle comme une vague. Tout à l'heure, tu nous as parlé de tsunami. Mmh. Et en fait, j'aime bien cette image-là parce que je trouve qu'elle est très parlante parce que c'est vraiment ça. C'est comme une vague qui nous traverse, et puis certaines vont être traversées par une petite vaguelette et puis d'autres vont être traversées par des tsunamis. Et puis plus régulièrement, en fait, on peut être traversé une fois par l'un, une fois par l'autre en fonction des cycles. Tu vas avoir l'impression que l'un nous bouscule et puis le cycle suivant, tout se passe bien. Et cette vague, finalement, bah, elle fonctionne vraiment comme comment dire? Désolée, je me suis perdue. Cette vague, elle va se présenter à peu près, voilà, 500 fois à nous dans notre vie, et elle va nous traverser, et c'est vrai que naturellement, on va se dire: «Bah, on se la prend dans la figure, on voit comment on fait pour respirer et puis ensuite on redémarre». Et puis, il y a une autre façon de voir les choses, et c'est la proposition que moi j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de se dire: «Cette vague, on peut la surfer en comprenant ce qui se passe».
Et ce qui est drôle, et c'est pour ça que je réponds à ta question en commençant par ça, parce que ce qui est intéressant, c'est que la session de surf, elle fonctionne exactement comme notre cycle menstruel. Grâce aux hormones, on va passer par les mêmes étapes dans notre cycle que dans une session de surf, et ça permet d'avoir un moyen mémotechnique de s'en souvenir plutôt que d'envoyer toutes les hormones comme ça et que ce soit difficile de s'en souvenir. Ça va permettre. Donc, on va s'appuyer sur cette métaphore-là, si tu veux bien, pour que je présente les évolutions des hormones pendant le cycle. Et donc, quand on commence une session de surf, on est posé sur notre planche, donc on est toute tranquille. Et quand on commence le cycle menstruel, eh bien, on est aussi posé sur notre planche puisque toutes les hormones sont au plus bas. C'est la période des règles. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la progestérone et les œstrogènes qui ont chuté. C'est ça qui a déclenché les règles. Et donc, c'est la période du cycle où toutes nos hormones sont au plus bas. Et donc, c'est aussi la période où finalement on a peu d'énergie. En général, on va sentir que les choses s'apaisent dans cette période-là. Puis ensuite, on va avoir la remontée des œstrogènes qui va se faire. Donc, au fur et à mesure que les follicules commencent à grandir à l'intérieur des ovaires, les follicules vont sécréter des œstrogènes. Et les œstrogènes, ils fonctionnent un petit peu comme la pédale d'accélérateur du corps. Et donc, on va sentir qu'on a l'énergie de se mettre en mouvement. Et tu vois, dans la session de surf, c'est le moment où on va se mettre à ramer et on va se dire, allez hop, j'y vais, je vais attraper cette vague-là, je veux la voir. Et donc, les œstrogènes vont accélérer le mouvement au niveau de notre corps, vont nous mettre en activation. Et puis, on va arriver dans la période de l'ovulation, et la période de l'ovulation, on va avoir un pic d'œstrogène, donc, qui nous met en mouvement, mais on va aussi avoir un pic de testostérone, le fameux. Donc, c'est là que nous, en fait, notre pic de testostérone à nous se situe dans la période de l'ovulation, même si on en a toujours un petit peu le reste du temps, mais on a une suractivation à ce moment-là. Et ce pic de testostérone, il va nous inviter quelque part à briller. Donc, tu vois, dans la session de surf, on va se mettre debout sur notre planche et on va pouvoir interagir avec les autres, faire coucou à la copine qui est en train de surfer un peu plus loin. On va avoir envie de nourrir les relations et d'interagir, et ça tombe bien, c'est la période de l'ovulation, donc la période où, a priori, si on nourrit les relations, on a aussi des chances de se reproduire. Tu vois, le corps est plutôt bien fait pour ça. Et puis ensuite, on arrive dans le tube de la vague. Et le tube de la vague, moi, j'aime bien dire que c'est la partie la plus kiffante et la plus flippante du cycle menstruel, parce qu'en fait, il va y avoir deux hormones qui vont un peu comme jouer à saute-mouton. On va avoir les œstrogènes, on les a vus tout à l'heure, qui fonctionnent comme la pédale d'accélérateur du corps. Et on va avoir la progestérone. Donc la progestérone, c'est l'hormone qui prépare à une grossesse, progestation, qui, elle, va fonctionner un peu comme la pédale de frein du corps. Et les hormones, elles sont pulsatiles, c'est-à-dire qu'elles ne délivrent pas en continu leur flux d'hormones, elles sont envoyées par touche comme ça. Et donc là, on se rend bien compte qu'on va être dans une période, donc la période prémenstruelle, où on va avoir des freins, accélération, frein, les deux en même temps parfois. Et donc, c'est ça qui va expliquer qu'il va y avoir des changements un peu soudains et un peu surprenants dans cette période prémenstruelle, parce que c'est un petit peu comme si nos hormones s'amusaient à dire allez hop, on la met en énergie, hop, on redescend, et voilà, il y a ce truc un petit peu qui se présente. Et pourquoi on est dans le tube de la vague? Bien parce qu'on voit un petit peu moins le soleil. Tu vois, le tube de la vague, on est un peu plus de soi à soi-même. On en a un peu rien à faire, je dirais, du regard extérieur. Et on voit un peu moins le soleil, donc on va avoir un regard critique sur les choses. Donc ça va être une période dans laquelle on va voir ce qui ne va pas dans nos vies. Et donc assez agité, assez mouvementé. Et puis ensuite, tout s'apaise. De nouveau, les hormones redescendent. Et de nouveau, on va se poser sur notre planche et les règles arrivent. Donc voilà ce qui se passe dans notre corps. On a une première phase où on a une montée tranquille des œstrogènes et une accélération de l'énergie. Le pic de testostérone qui, lui, va nous proposer d'interagir avec les autres et de booster la confiance en soi pour aller vers l'extérieur. Puis, les œstrogènes, progestérone qui vont jouer à saute-mouton ensemble pour créer un peu de mouvement dans notre vie, frein accélération. Et puis tout s'apaise. Voilà. Ok. Donc en fait, moi, ce que j'entends derrière tout ça, c'est que finalement, si on a des choses, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, social, etc. Si on s'organise des choses où on a besoin justement de briller, d'être en pleine énergie, dans une phase où notre corps, lui, il est en pleine redescente et qu'il a besoin d'être tranquille et qu'il est peut-être très critique vis-à-vis de nous-mêmes ou de tout, c'est plus coûteux en énergie. C'est moins maladroit en fait. Je veux dire par là que si on a bien ça en tête, ça peut permettre de venir mettre les choses qui sont importantes pour nous d'un point de vue tourné vers l'extérieur au bon moment,
pour surfer justement sur la vague, pour reprendre un petit peu ta métaphore, pour que ce soit moins coûteux, parce que sinon on lutte un petit peu contre nous-mêmes, là où on a envie d'être un peu tranquille chez soi parce qu'on est en redescente. C'est très Ça, c'est... coûteux de venir... Est-ce que Ouais. c'est ça? Alors ça, c'est ce que notre mental adore se dire parce qu'il se dit chouette, 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 je vais pouvoir planifier, yes, 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 je vais pouvoir prendre les infos et planifier tout ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, c'est pas ma façon de voir les choses. Je comprends qu'on le voit comme ça. C'est ce qu'on appelle donc la planification menstruelle. Moi, je suis pas en accord avec ça. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. On est compétente pour tout à tout moment. En fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce qu'on met comme nécessité de faire les choses d'une certaine manière. Je m'explique. Si tu te dis, par exemple, je dois, dans l'idéal, faire une intervention en public quand je suis dans ma période de l'ovulation, déjà, il faut pouvoir la prévoir. Ensuite, il faut pouvoir caler une intervention publique. Enfin, moi, pour ma part, les conférences que je donne, c'est pas moi qui choisis les dates. A priori, c'est plutôt les donneurs d'ordre qui me disent c'est à cette date-là, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que ça voudrait dire que, en gros, je suis compétente pour ça un tiers du temps. Et puis les 2 autres tiers, en fait, ça va me surcoûter, tu vois. Et je suis pas en accord avec ça parce qu'en fait, pour reprendre l'exemple d'intervenir en conférence, en fait, moi, ce que j'ai appris et ce que je transmets aujourd'hui, c'est que je vais intervenir de façon différente. C'est que je vais pas avoir la même énergie. Et c'est là où c'est super intéressant. C'est-à-dire que moi, avant, je pensais que être en conférence, c'est nécessairement avoir plein d'énergie, être à fond, être à bloc, etc. Et donc, je n'étais pas une bonne conférencière si je n'avais pas plein d'énergie de cette manière-là, etc. Aujourd'hui, j'ai compris que, en fait, dans toutes les énergies, je suis toujours une bonne conférencière. À partir du moment où j'accepte ce que je suis et où je suis pas en lutte contre moi. Et tu vois, la différence, c'est ça, c'est que d'un côté, on a la planification menstruelle, et là, c'est clairement le mental qui reprend le lead et qui dit c'est bon, je gère, je fais ton agenda, etc. Alors qu'en réalité, en fait, le corps est tellement bien fait que il va y avoir des décalages parfois d'ovulation. Il va y avoir parfois on va être un jour debout sur notre planche, et puis parfois on va être 3 jours, tu vois, parce que l'énergie varie, parce que c'était ce dont on avait besoin à ce moment-là. Donc en fait, imaginer qu'on est en capacité d'anticiper, c'est vraiment donner le lead au mental. Alors que par contre, se dire, ok, dans quelle énergie je me sens aujourd'hui et comment, avec cette énergie, je peux faire une super journée avec ce que j'ai prévu de faire, tu vois. Ok. Et donc ça, c'est pour les engagements, donc les choses importantes à faire. Donc par exemple, un rendez-vous, quelque chose, tu vois, tu disais briller, etc. Et puis, à côté de ça, il y a, donc moi, les engagements, j'appelle ça mes rochers. Les rochers, c'est des choses essentielles à faire dans la journée. Donc, par exemple, aujourd'hui, on enregistre, toi et moi, un podcast. Quelle que soit l'énergie dans laquelle je suis, je vais faire en sorte d'être présente pour cet enregistrement parce que c'est un engagement que j'ai pris, tu vois. Et puis, à côté de ça, il y a les petits cailloux et il y a les grains de sable. Faire le linge, débarrasser le lave-vaisselle, faire, je sais pas, tout un tas de petites choses qui sont pas obligatoires, faire ma comptabilité ou des choses comme ça. Et les grains de sable, par contre, eux, je vais les faire bouger, tu vois, un petit peu comme les grains de sable sur la plage, en fonction de l'énergie dont je dispose. Parce que je sais qu'il y a des moments où je vais être en surénergie, donc je vais pouvoir en faire plein. Et puis, j'accepte de fait qu'il y a des moments où je vais être en sous-énergie. Et donc, les grains de sable, eux, je vais les relayer. Et je ne vais faire que les engagements. Mais je déconseille fortement de planifier ses engagements en fonction de son cycle. Parce qu'en réalité, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on est dans une énergie ou une autre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à honorer ses engagements dans toutes les énergies, en étant respectueuse de soi-même, tu vois. Ouais, j'aime beaucoup ton message. Moi, je le voyais vachement sur le... Je le voyais plutôt sous l'angle de pas avoir envie. Et du coup, tu vois que c'était coûteux. Moi, je me rends compte que, par exemple, quand je dois faire un enregistrement, que ce soit podcast ou que ce soit, tu vois, un enregistrement vidéo pour une formation ou pour n'importe quoi, en fait, j'ai envie de kiffer ce moment, justement. J'ai envie d'avoir envie de le faire. Mais c'est sûr que parfois, oui, faire des enregistrements pendant 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie, ça peut être quand même assez coûteux en termes d'énergie. Et du coup, sur certaines périodes du mois, mais j'ai pas envie, tu vois, je me sens tellement en deçà que j'ai pas envie. Et donc, parfois, il m'est arrivé, quand c'est possible, mais là où tu le dis très bien, c'est que c'est très difficile d'organiser ça autour, de me dire, ok, là, je pense que ça va être un peu galère pour moi, je vais me prévoir ça la semaine prochaine dans mes tâches, là, ce que tu appelles vraiment les gros rochers, parce que je pense que je serai vraiment dans une dynamique plus favorable pour avoir envie de faire ça, avoir envie de donner cette énergie et puis prendre plaisir dans ce que je fais. Et du coup, la semaine d'avant, si je peux, je fais comme ça, comme ça. Mais Mais ça, je te rejoins, quand on peut, à 400%, j'ai envie de te dire. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire, ok, enfin, de pas présager
de l'énergie dans Oui. laquelle on va être. Parce que Non, mais en parfois, on va effet, être je suis posé sur d'accord. sa planche plusieurs jours. Parfois, ça va être Mmh. juste une journée. Et ça, c'est beaucoup le mental, en fait, qui reprend les choses. Et puis surtout, c'est de se dire que moi, c'est ce que je transmets dans Kiffe ton cycle, c'est vraiment ça, c'est qu'on a des ressources pour tout faire à tout moment. Mmh. Et donc, ma question préférée quand il y a quelqu'un qui me dit «Ah, c'est pas le moment», c'est de lui dire «Et quelles sont tes ressources maintenant pour que ce soit génial?» Tu vois? Et ça peut être par exemple, de parler plus lentement ou moi j'ai le souvenir de mon associée il y a pas très longtemps qui me disait: «Ah là là, c'est vraiment pas le jour, elle parle énormément et j'ai pas envie d'entendre parler, aussi longtemps, mes clientes aujourd'hui parce que c'est pas le jour». Et je lui dis: «Et c'est quoi tes ressources maintenant pour, pouvoir?» Elle me dit: «Ah ouais, non, en fait, aujourd'hui, je suis hyper cadrante, donc je vais être capable de cadrer le truc». Mmh. Et en fait, du coup, cette prise de conscience l'a fait avoir plaisir à l'idée de ce rendez-vous, alors que 2 minutes avant, elle y avait pas plaisir, tu vois? C'est aussi ça Ouais. qu'il faut voir. Et donc là, elle a retrouvé plaisir à l'idée de ce rendez-vous. Elle m'a rappelé juste après le rendez-vous, elle m'a dit: «Ça a été génial, ça s'est ultra bien passé, j'ai réussi à cadrer, mais bien quoi, vraiment dans le plaisir». Et tu vois, c'est ça où quelque part aussi le désir vient du plaisir qu'on peut, anticiper, tu vois? Mmh. Et donc le désir qu'on anticipe, parfois on l'anticipe en subissant un petit peu, tu vois? Genre, j'ai pas beaucoup d'énergie, mais j'ai pas conscience que j'ai des ressources quand j'ai pas beaucoup d'énergie. Et donc, D'autres qui sont différentes, ouais. voilà. Et donc, je vais pas les puiser là-dedans. Moi, mon TEDx, je l'ai fait le premier jour de mes règles. D'ailleurs, c'est comme ça que je le commence, mais c'était la réalité. Et en fait, une de mes ressources, ça a été d'en avoir rien à faire de ce que pensaient les autres toute la journée. J'ai dormi toute la journée, en fait. J'ai fait une répétition nulle à chier, vraiment. Mais parce que j'avais besoin de cette bulle-là. Et si j'avais pas eu mes règles, je pense que j'aurais jamais eu la ressource d'en avoir rien à faire des autres. Mmh. Et donc, je me serais pas autorisée ce que je me suis autorisée à ce moment-là. Voilà une des ressources qu'on peut avoir, par exemple, tu vois? Donc, de Oui, se c'est vrai. protéger à certains moments ou d'être capable de faire à sa manière aussi, ou tu vois? Et on a des ressources pour tout à tout moment. Donc je te rejoins quand on peut planifier, et je suis la première, si je me sens fatiguée un jour et que le tournage ne dépend que de moi, je vais décaler le tournage, j'ai pas de souci avec ça, tu vois? Mais pour autant, quand on a des engagements, et c'est quand même l'avis de beaucoup de personnes qui nous écoutent, d'avoir des engagements, bah, c'est de savoir reconnaître qu'est-ce qu'un rocher, qu'est-ce que du sable, parce que souvent on mélange les 2 aussi. Mmh. Tu vois, moi je sais qu'il y a plein de personnes autour de moi qui considèrent que débarrasser le lave-vaisselle, c'est un rocher. Non, c'est du sable. Enfin, personne n'est jamais mort d'avoir le lave-vaisselle qui est resté un peu plus longtemps pas débarrassé, tu vois? Et en plus, c'est un rocher, c'est du sable qui est transmissible à quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, on peut toujours trouver une bonne âme qui va pouvoir le faire. Tu vois? Donc c'est de faire, cette différence-là, entre qu'est-ce que c'est que mes engagements. Mais effectivement, dans la plupart des cas, nos engagements, pour plein de raisons, on peut difficilement les bouger, et ça serait fou d'essayer de les planifier à l'avance. Et en fait, je pose ça ici, et pourquoi je le défends avec autant d'ardeur, je vais le dire, parce que ça peut paraître: «Oh là là, mais pourquoi elle s'accroche à ça?» C'est parce que pour moi, il y a un vrai problème d'empowerment féminin dans la planification menstruelle, et je vais te dire lequel, c'est la charge mentale. On a déjà du mal à caler nos agendas. Moi, j'ai une fille, j'ai déjà l'agenda de mon chéri, l'agenda de ma fille, de ses activités, de machin et cetera. Tu vois? Il y a déjà tout ça. Si je dois rajouter mon agenda menstruel par-dessus tout ça, je veux dire, j'explose en vol, tu vois? Et c'est ça, moi, qui vient me chercher dans la planification menstruelle. C'est que déjà, pour moi, c'est un truc très mental, parce qu'il se trouve que parfois, le premier jour de mes règles, moi, je suis en pleine forme et je suis pas du tout posée sur ma planche, j'ai plutôt une énergie autre, tu vois? Et ce qui vient me chercher, c'est voilà la couche supplémentaire qu'on doit se rajouter dans notre organisation de vie. Alors que pour moi, elle est pas nécessaire. Mmh. J'aime vraiment beaucoup cette notion de ressources, de venir chercher les ressources qu'on a. Ça me parle beaucoup, le fait de venir, là je vais faire une toute petite parenthèse, mais c'est vrai que par rapport à ma thématique du sommeil, je parle énormément de reconnexion, à soi, de venir s'écouter et de faire avec, ce qu'on a, là. Donc effectivement, le fait de se dire: «Avec quelles ressources je vais faire ça pour que finalement ça se passe bien», c'est aussi sortir de j'aime beaucoup effectivement ce lien avec ce que tu dis, donc l'empowerment féminin, le fait de sortir de la fatalité, de ne pas subir, de dire: «OK, ce sera différent», mais différent, ça peut être tout aussi bien. C'est pas parce que c'est différent que c'est moins bien. Donc j'aime beaucoup, beaucoup comment tu présentes les choses et justement, par rapport à cette notion de, que ce soit pas une fatalité. C'est exactement la même chose avec le sommeil, ça va aussi dépendre du regard qu'on porte dessus. C'est-à-dire que plus on va porter un regard qui est critique ou des injonctions vis-à-vis de nous-mêmes, de se mettre des degrés d'exigence qui sont trop élevés, et plus on va vivre mal la situation, quelle qu'elle soit de base.
Et donc là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que d'accepter que les choses, elles soient telles qu'elles sont, et puis de venir s'approprier ça et en faire une force, c'est ultra puissant. Donc, merci. Je Merci t'en pour prie, ça. mais c'est Ouais, vraiment ça. C'est pour ça que tu vois, que je m'accroche à ça parce que je me dis, oui. c'est tellement important de le transmettre comme ça parce que je vois la planification menstruelle arriver à grands pas et enfin, elle a déjà dévalé sur tous les États-Unis et elle arrive en France là très très vite. Et pour moi, c'est encore plein d'injonctions, plein de dogmes. Et c'est tellement pas se respecter soi que de laisser le mental en fait dire dans quel état je vais être. Non, non, c'est là maintenant, ici maintenant que je me demande dans quel état je suis. Mm. C'est pas, je suis incapable de te prédire dans quel état je serai demain matin. Et puis ça renvoie aussi, bon, c'est un petit peu une digression, mais c'est pas grave, on reviendra sur la suite après. Ça revient aussi au cadre qu'on se met, mais quand je dis cadre, là, c'est justement le cadre au sens un petit peu négatif, c'est-à-dire que on a tous nos valeurs, nos émotions découlent aussi des valeurs qu'on a. Et puis, si on n'a pas connaissance de tout ça, on peut se faire submerger complètement par nos émotions, ce qui a des répercussions sur le sommeil aussi. Mais là, c'est dans le sens, le cadre, de ne pas justement considérer cette non-linéarité du quotidien, de ne pas considérer cette omniprésence de la volatilité et des choses qui sont sans cesse en mouvement. Et on a prévu de ranger le lave-vaisselle à 12h03 aujourd'hui, il faut le faire systématiquement. Et du coup, la souplesse d'esprit qui nous permet de nous dire non, non, ça c'est pas ok pour moi tout de suite et on verra plus tard. Et effectivement, c'est pas grave. Il y a que pour moi qui me suis dit que c'était grave, que c'est grave. Parce que finalement, tout le monde s'en fout à la maison même. Puis tout le monde ira piocher ses couverts dans la vaisselle pour aller manger. C'est très bien comme ça. Et ça, on peut reproduire pour plein de choses. Et effectivement, le fait de prendre conscience de ça, ça permet d'alléger le quotidien, c'est sûr, mais ça permet aussi de travailler sa souplesse d'esprit, qui est si importante. Enfin, en tout cas, moi, là, dans la thématique que je soutiens sur le sommeil, c'est tellement important. C'est-à-dire qu'il y a tellement de troubles du sommeil qui sont liés au fait de ne pas sortir de ce qu'on s'est dit. Et en même temps, de rien pouvoir y faire rentrer de nouveau. Donc, c'est tout le paradoxe. C'est Donc, exactement ça. effectivement, c'est un cheval de bataille permanent. Et je trouve que ton exemple, il était très très bien. Et c'est encore plus vrai, je trouve, chez les jeunes mamans, chez les jeunes parents, même si on est en tout court. Parce que finalement, c'est un petit peu comme si ce genre de choses, ça venait structurer le quotidien. Et on n'arrive même pas à se dire, mais en fait, là, je m'en fous que ma maison, elle soit un bordel monstre. Là, le besoin de mon corps, c'est d'aller dormir. Donc, je laisse tout en plan et je vais dormir. Non, on s'est dit qu'il fallait que la maison, elle brille du sol au plafond. Et donc, on va pas dormir pendant la sieste de bébé. Et on se retrouve épuisé le soir, en hypervigilance, etc. Bon, bref, excuse-moi, je Non, refais non, une mais petite c'est parenthèse parce exactement que ça. Je te ça me tient tellement rejoins. à cœur de Ouais, je te j'ai rejoins pas à entendu, 100%. en fait. Et c'est vraiment ça, et c'est pour ça que la métaphore du surf, pour moi, me parle énormément dans le sens où c'est vraiment ça, les vagues, elles bougent tout le temps, en fait. Mmh. Et si on commençait à se dire, alors oui, à ce moment-là, je vais avoir tel type, machin et tout, c'est pas ce qui se passe. Je veux dire, une surfeuse, quand elle démarre sa session de surf, elle en a aucune idée de comment la vague va se présenter, et elle va faire avec. Alors oui, elle va passer par toutes ces étapes-là, mais elle va quand même faire avec ce qui se présente à l'instant T. Et je te rejoins complètement sur le fait, et c'est le cadeau que nous fait le cycle menstruel, qu'il va nous proposer justement cette souplesse, il va nous entraîner à cette souplesse, de voir le monde différemment, de regarder différemment. Et plus on va surfer dessus et plus on va accepter cette souplesse, plus on va être dans l'instant présent et pas collé au passé ou pas collé dans le futur, tu vois, on va Mmh. vivre. En fait, quelque part, le cycle menstruel, si on l'observe au quotidien, et notre état au quotidien, nous permet de faciliter cette vie au présent. Et c'est pour ça que la planification menstruelle, pour moi, c'est le piratage de nouveau de ce, de ce processus qui nous dit non, mais vis, je suis là, je te soutiens. Tu me parlais tout à l'heure de l'oestrogène qui est une hormone plutôt activante. La testostérone aussi? On est dans la même dynamique avec C'est la pas la même, testostérone? c'est pas la même activation l'œstrogène que la testostérone. La testostérone, on va plutôt être dans une activation de puissance, de confiance et de solidité. Enfin, j'ose aller faire des choses que je n'oserais pas nécessairement faire. Alors les oestrogènes aussi, mais pas dans la même énergie. En fait, la testostérone, elle va oser parce qu'elle va faire baisser quelque part une peur à l'intérieur de nous, tu vois. Mmh. Elle va faire tomber certaines barrières de peur, alors que la progestérone, non, pardon, les oestrogènes, ça va plutôt être en mode bon, allez, vas-y,
tu vois, un truc un peu genre chiche-queue, tu vois, c'est plus adolescent comme façon de se lancer, tu vois, que la testostérone est plus bah, j'ai confiance, là, je peux. Et c'est ce qu'on va souvent ressentir quand on est dans la période ovulatoire. Et du coup, la progestérone dans tout ça, moi j'avais plutôt entendu parler que c'était une hormone plutôt favorable d'un point de vue apaisement, d'un point de vue sommeil, une hormone du bien-être, mais plutôt du calme, de l'apaisement, et que c'était justement peut-être quand ça chute drastiquement, qu'il peut y avoir une sorte d'agitation. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Alors la progestérone, elle est anxiolytique, donc effectivement, elle est apaisante aussi, hein, elle va même au niveau musculaire, d'un point de vue musculaire, elle va éviter, d'un point de vue très pratico-pratique, les contractions de l'utérus. Parce qu'il faudrait pas, s'il y a nidification, que l'utérus se mette à faire des contractions. Donc en fait, elle va tout relâcher, ce qui explique d'ailleurs qu'on peut avoir le transit intestinal aussi qui se ralentisse parce que ça va tout faire se relâcher et elle est anxiolytique. Il y a un seul endroit où elle va créer l'anxiété, la progestérone, c'est l'anxiété sociale. C'est-à-dire qu'elle est anxiolytique dans la vie de tous les jours, mais elle va créer une anxiété sociale, c'est-à-dire que c'est elle qui va nous pousser à Dans notre... nous recroqueviller un petit peu dans notre grotte, tu vois. Et d'ailleurs, on le sent souvent, il y a des femmes notamment, parce que quand on est enceinte, on a vraiment un bain de progestérone assez important. Et il y a des femmes qui disent, mais je me reconnais pas, parce que j'ai presque le côté, j'ai envie de mettre tout le monde à distance, laissez-moi tranquille, etc. En tout cas, dans les premiers mois, quand il y a un pic énorme et que notre corps s'est pas encore habitué à ça, parfois il y a des envies de mise à distance et la progestérone fait ça, crée de l'anxiété sociale. Mais sur le reste, elle est anxiolytique et elle est calmante, effectivement. Ok. Donc, par rapport pardon, par rapport au cycle, au déroulement du cycle, toi, de ton expérience et par rapport à ce que tu sais, quels sont les moments qui sont moins confortables par rapport au sommeil? Alors c'est drôle parce qu'en fait, je faisais le point tout à l'heure juste avant de venir avec mon associé et on se disait c'est un truc de fou parce qu'en vrai, pour des raisons différentes, il peut y avoir des raisons d'inconfort tout au long du cycle. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des choses plus marquées ou... Ouais, Alors, explique. déjà la période, on va dire la plus confortable, a priori, pourrait être les règles. Mmh. D'un point de vue hormonal. Si on regarde juste les cocktails hormonaux, en fait, comme œstrogène et progestérone sont très basses, que c'est plutôt le calme plat, globalement, c'est une période dans laquelle on devrait pouvoir bien dormir. Ce qui va peut-être pouvoir gêner certaines personnes pour dormir, c'est la peur de la fuite. Tu vois, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. La peur de tâcher ses draps quand on a un flux important peut faire partie des choses qui vont faire se réveiller les femmes pendant la période menstruelle. Mais sinon, a priori, d'un point de vue hormonal, c'est plutôt une période dans laquelle les choses sont apaisées et tranquilles. Ensuite, dans la phase folliculaire, pardon, donc la période où les œstrogènes vont remonter, la phase folliculaire, c'est une période d'accélération. Et donc, ce qui va pouvoir venir potentiellement déranger notre sommeil, c'est le fait qu'on pense beaucoup. C'est pas le moment de dormir, en fait. Tu sais, c'est la période où on pourrait se dire, Ouais. ouais, enfin, en vrai, on dormira quand on sera mort, quoi. Tu vois, c'est un peu les pensées qu'on peut avoir dans cette période-là, parce que on se sent pleine d'énergie, on a envie de faire plein de trucs. Tu vois, la journée passe et on fait nos to-do list, etc. Et du coup, on peut se retrouver à 22h, 23h, 1h, 2h, 3h du matin à continuer à faire, en fait, à être dans l'action, tu vois. Mmh. Avec ce flot de pensée assez important. Ça peut être un moment, notamment si on médite, où on se rend compte que, moi en tout cas, quand je médite en phase folliculaire, clairement, j'ai beaucoup, beaucoup de pensées. J'ai beaucoup de mal à calmer le flux, tu vois, très important de pensées. Et donc, on peut avoir la même sensation au moment de l'endormissement. Donc, ça va être une période dans laquelle peut-être il faut créer des systèmes qui fassent je vais à cette heure-ci dormir, quoi. En fait, ça fait partie du système. Je vais pas m'écouter au moment où j'ai envie d'aller dormir parce que je sens peut-être un peu moins la fatigue, tu vois. Mmh. Et donc, voilà, on va avoir ce truc-là L'importance qui, du rituel, de la routine, voilà, du coucher et tac, 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 exactement, qui c'est peut programmé, s'enlever. on revient pas dessus. C'est ça, et peut-être aussi des systèmes qui font que on trouve des moyens comme un autre. Moi, je sais que c'est d'écouter des trucs pour m'endormir. En fait, j'écoute quelqu'un qui parle pour m'endormir parce que ça coupe le flux de pensée. C'est personnel, mais voilà, en tout cas, ce qui peut se passer dans cette période-là. Ou peut-être, est-ce que tu conseilles peut-être justement de noter tout ce flot de pensées, de C'est une noter possibilité, ouais. Après, c'est d'émotions, pas une sorte de to-do list, tu vois, en se disant: «OK, là, c'est bon, j'y reviens que demain, ça y est, c'est posé».
Après, bien souvent, ce sont des pensées qui sont beaucoup plus... Je te rejoins à 100% quand on a des pensées le soir, c'est super intéressant de les noter, mais c'est beaucoup plus des pensées de faut faire ça, enfin, d'action, que les pensées d'idées qu'on va avoir beaucoup plus en phase lutéale en réalité. D'accord. Donc là, c'est plutôt des pensées qui donnent très envie de se relever pour faire le truc. Donc voilà, mais les noter, si elles veulent bien être notées, c'est une possibilité tout à fait. Mais donc voilà, il y a cette suractivation qu'on va avoir. Donc ça va être entre les règles et l'ovulation. Et en même temps, c'est pas a priori, il y a rien qui va bloquer le sommeil. Tu vois, c'est plutôt, je vais pas aller me coucher, mais il n'y a pas intrinsèquement dans la phase, une fois qu'on est endormi, on est endormi a priori dans cette phase-là. Tu vois, il y a pas de. Après, on va avoir la période, la phase lutéale, donc c'est celle qui effectivement, pour répondre à ta question, est quand même souvent la plus problématique au niveau du sommeil, parce qu'en fait, la progestérone, on a vu tout à l'heure qu'elle est anxiolytique, elle est apaisante, mais elle est aussi hyperthermisante. Hyperthermisante, ça veut dire qu'elle augmente la température du corps. Les fameuses bouffées de chaleur qu'on peut avoir à ce moment-là. Alors, il peut y avoir les bouffées de chaleur, mais il peut y avoir même juste la température sans bouffée de chaleur. Mais D'accord, effectivement, même sans il peut bouffée de y avoir, chaleur. mais OK. il peut, de toute manière, même sans bouffée de chaleur, la température augmente. Elle augmente à peu près de 0,5 degrés. Et c'est pas neutre, parce qu'en fait, il faut savoir que pour trouver le sommeil, le corps a besoin de baisser sa température. Et donc là, il va galérer un petit peu plus à baisser sa température. Et la température est un discriminant essentiel des problématiques qui sont accentuées par le cycle menstruel, parce que effectivement, comme cette température monte, le corps a plus de mal à trouver la température dans laquelle il considère que c'est bon, il peut être au repos et dormir. Et donc, on va avoir plus de problématiques de sommeil en général dans la phase lutéale. OK, donc c'est là où on ouvre les fenêtres, on C'est idéal en fait. et puis oui. Ouais, après, est-ce qu'on supporte? Parce que je dis ça, moi je fais partie des personnes qui ont un sommeil très complexe, donc il faut gérer. Et en fait, on ouvre les fenêtres si on supporte de dormir la fenêtre ouverte, en fait, parce que C'est vrai. parce que si c'est pas le cas, on le fait pas. Non, Oui, par contre, pain de on glace à la trouve. place de la bouillotte éventuellement et puis Oui, alors ouais, non, dans les solutions, ça peut être plutôt le multicouche au niveau pour à la fois pas avoir froid, pas avoir la sensation de froid qui va retarder le sommeil, mais pouvoir peut-être mettre une couette assez légère et puis une petite couche par-dessus qu'on puisse enlever et bouger, tu vois, de façon à pouvoir réguler la température. Avoir conscience de cette température qui est plus haute et ne pas vouloir que ce soit toujours la même chose, on revient à la même chose. Tu vois, on va avoir à certaines phases du cycle notre pyjama ou notre chemise de nuit ou notre couette qui est parfaite. Et puis à d'autres phases, en fait, c'est plus inconfortable. Et beaucoup d'entre nous vont pas bouger ce truc-là, ce paramètre-là. Exactement comme le soutien-gorge qui peut devenir plus inconfortable parce que les seins ont gonflé, tu vois. Et bien souvent, on va rester sur notre taille de soutien-gorge, notre couette habituelle, notre machin, etc. Tu vois. Et c'est là où ça peut être vraiment intéressant d'avoir une forme de souplesse et de se dire, tiens, est-ce que je pourrais pas créer un dispositif qui permette que ça s'adapte et que je me sente confortable avec ça. et là, ça dure combien de temps, cette phase? Ça dure alors la phase en entier, elle dure à peu près entre 14 et 16 jours, entre 10 et 16 jours en fait, plus exactement, avec une moyenne aux alentours de 14 jours. Mais donc ça, c'est la phase entière. Le truc, c'est que le taux de progestérone, il va fluctuer pendant cette phase. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que chacune se dise, OK, chez moi, ça dure combien de temps ce temps où je sens que c'est sensible à ça et où je sens effectivement potentiellement que je trempe mes draps parce que j'ai eu des bouffées de chaleur la nuit, ou alors que il y a cette sensation de chaud-froid. D'ailleurs, c'est pas que une sensation de chaud, c'est ça qui est intéressant d'avoir en tête, parce que un peu comme quand on a de la fièvre, tu sais, la sensation qu'on a, c'est plutôt d'avoir froid. C'est vrai. Ouais, et c'est plutôt une sensation d'inconfort thermique qu'une sensation uniquement de chaud, tu vois. Donc, c'est d'essayer d'aller repérer si ça peut être ça. Et ça fait partie des choses qui viennent vraiment jouer sur la profondeur du sommeil et la qualité du sommeil. Et on entend souvent parler de personnes qui peuvent souffrir de déséquilibres hormonaux, donc peut-être de trop d'œstrogènes, pas assez de progestérone. Ou... Est-ce que si par exemple on se réveille la nuit plusieurs fois, à plusieurs moments, vraiment trempé avec des grosses bouffées de chaleur, on peut se dire ah ok, j'ai peut-être un déséquilibre qui fait que c'est pas, je peux peut-être ne pas considérer que juste c'est normal, je passe à autre chose et puis j'attends de voir le mois prochain, mais qu'il faut peut-être, tu vois, peut-être consulter, peut-être se poser des questions en se disant, ok, il y a peut-être quelque chose là qui dérange mon corps. Alors, le mécanisme des bouffées de chaleur, il est très complexe.
C'est un mécanisme qui est aujourd'hui pas encore complètement mis à jour, donc on n'a pas tous les éléments qui permettent de comprendre concrètement ce qui se passe. Par contre, si effectivement ça s'adjoint de symptômes du syndrome prémenstruel, notamment le fait de se sentir gonflé, ou des maux de tête ou des choses comme ça, là pour le coup on va pouvoir avoir une piste de déséquilibre hormonal. Donc moi je dirais que toute seule, les quelques bouffées de chaleur nocturnes qu'on peut avoir me font pas dire oh là là mon Dieu attention il y a un déséquilibre, etc. Mmh. Par contre si ça s'adjoint d'autres symptômes du syndrome prémenstruel, oui clairement on va pouvoir commencer à regarder euh, bah, euh, oui comment fonctionne le corps. Si j'ai trop d'œstrogène, pas assez de progestérone, par exemple, ça fait partie des cas classiques qui vont expliquer le syndrome prémenstruel, qui peuvent aussi expliquer des migraines, qui vont aussi poser des problèmes pour le sommeil, tu vois. Mmh. Et ça, clairement, aujourd'hui, nous, on a un programme qui s'appelle Kiffe ton syndrome prémenstruel. C'est des choses qui peuvent être rééquilibrées. On va pouvoir soutenir le corps à évacuer les oestrogènes, soutenir le corps à avoir aussi une ovulation de qualité pour pouvoir sécréter suffisamment de progestérone. Et clairement, cet équilibre, aujourd'hui, il est très mis à mal dans notre société parce que plein de choses de notre vie de tous les jours créent du déséquilibre. Mmh. Tu penses, tu parles des perturbateurs endocriniens qui viennent, ouais, se mettre sur les mêmes récepteurs que les œstrogènes ou qui peuvent créer des déséquilibres à ce niveau-là, c'est ça? Alors, je pense à pas mal de choses. Les perturbateurs endocriniens en font partie, clairement, mais aussi le mode de vie. En fait, aujourd'hui, avec l'alimentation transformée, avec les pics de glycémie qu'on a tout au long de la journée, qui vont venir finalement créer du stress dans le corps et créer du déséquilibre. Aujourd'hui, le cortisol, qui est l'hormone qui va gérer le stress, est une hormone, je vais faire simple, désolée pour les puristes qui nous écoutent, mais pour que ce soit compréhensible pour tout le monde, qui utilise un peu les mêmes matières premières que la progestérone. Donc si le corps doit choisir entre gérer le stress, qui est une question de survie pour lui, et gérer la progestérone, qui est une hormone qui permet une grossesse, en fait, il va gérer le stress. Et Bien donc, sûr. on va avoir un déficit de progestérone. Et ça, par exemple, ça fait partie des problématiques. Ça, le stress chronique, le manque de sommeil. Et là, on arrive dans la zone où, clairement, on est sur un cercle vicieux. Mais oui. Parce que le manque de sommeil va créer du déséquilibre et ce déséquilibre va rendre plus difficile le sommeil. Donc ça, moi pour le coup, je le vis avec la maladie que j'ai qui est inflammatoire. Et quand je suis en manque de sommeil, ça déséquilibre le reste et je le vois, tu vois. Mmh. Donc ça, c'est très clair. On a aussi la sédentarité, le fait de manquer d'activité physique au quotidien, pas nécessairement de sport, hein, mais juste de mouvement, d'activité physique. Bien ça va aussi rendre plus difficile l'équilibre hormonal. Tu vois, et donc voilà, la qualité du sommeil, oui, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et puis les exoestrogènes, effectivement, ce dont tu parlais, Mmh. les perturbateurs endocriniens. OK, c'est vraiment très complet et je comprends tout à fait les mécanismes, mais ce qu'il y a de bien, c'est que finalement, ce sont des choses sur lesquelles on peut agir. Oui. Et ça, c'est à nouveau, hein, ça enlève ce côté fatalité, c'est comme ça, ce sera toujours comme ça nous souvent, moi, ce que je dis, c'est que, la responsabilité, elle est, c'est de la liberté, en fait. Ça peut faire peur parce qu'il y a des choses sur nos épaules où on se dit: «Ah mais mince, c'est de mon fait», en tout cas ça vient de mes habitudes, par exemple. Mais en fait, le fait de le savoir, on peut s'arrêter là où on peut se dire: «Mais si ça vient de mes habitudes, ça veut dire que je peux vraiment agir, faire des choses dessus» et du coup, rétablir une situation qui serait plus favorable à tout niveau. Parce qu'effectivement, bon là, quand on parle de syndrome prémenstruel, il y a de la douleur, mais quand on parle de manque de sommeil, il y a de la douleur aussi, même si c'est pas la même chose. Donc effectivement, ce sont des choses qui doivent pas passer à la trappe. Je reviens juste sur quelque chose, Gaëlle, parce que elle me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. J'avais discuté avec un naturopathe québécois qui s'appelle Mathieu Bouchard, qui forme en naturopathie et qui est plutôt spécialisé aussi au niveau de tout ce qui est hormones. Donc pas que hormones féminines, mais vraiment de tout le système hormonal endocrinien. Et il m'expliquait que ce qui pouvait troubler le sommeil, c'était pas tant les hormones en elles-mêmes, mais c'était les fluctuations. Et c'est pour ça qu'on pouvait avoir un pic plus difficile, j'entends plus de difficultés de sommeil euh, avant par exemple le cycle, mais finalement 15 jours après, la même chose parce qu'en fait il y a une autre grosse fluctuation. Donc c'est plutôt le fait que les courbes se croisent ou en tout cas qu'elles chutent, c'est qu'il y a une fluctuation entre les différentes hormones qui peut être un petit peu impactante. Et j'avais envie de te demander ce que tu en pensais. Bah, je suis d'accord avec ça parce qu'en fait, les fluctuations, c'est toujours le corps qui est un peu comme sur un toboggan et qui fait «Wouhou, comment je gère le truc?» Et donc,
en fait, dans ces fluctuations, ce qu'il y a surtout, c'est que les ratios des différentes hormones changent. Tu vois, c'est pas tant le fait qu'il y en ait une qui bouge, et cetera, c'est que l'une par rapport à l'autre va changer. Donc quand on avait de la progestérone, par exemple, et des œstrogènes, et que la progestérone se casse la figure en premier, et donc on a des œstrogènes qui sont très dominants à ce moment-là, tu vois, c'est le ratio entre les deux qui va changer. Mmh. Et c'est ça qui va créer effectivement la différence. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le syndrome prémenstruel quand les personnes ont juste 1 ou 2 journées de syndrome prémenstruel qui précèdent juste les règles, tu vois. Et donc, ce que tu décrivais avec le fait de plus mal dormir, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est d'abord la progestérone qui tombe, qui descend, puisque le corps jaune arrête de sécréter de la progestérone, et puis on a les œstrogènes qui, eux, suivent, mais plus loin, plus tard. Et donc, on est en hyperœstrogénie pendant quelques temps. Mmh. Et c'est cette hyperœstrogénie, le fait que les 2 hormones ne se contrebalancent pas l'une l'autre, qui va créer cette difficulté au niveau du corps, tu vois. Et oui. C'est vraiment très intéressant et c'est précieux de le dire et de l'entendre parce que tu sais, il y a énormément de personnes qui vont par exemple mettre en place des choses dans leur quotidien pour leur sommeil et puis elles ont l'impression que ça va un petit peu mieux, elles reprennent confiance dans leur capacité à dormir et arrivent justement à un moment de leur cycle où bah, pour le corps, c'est voilà, on est dans ces périodes de fluctuation, là ce que tu nous expliques, etc. Et du coup, bah, paf, on a l'impression que tout retombe à zéro, qu'à nouveau on peut plus dormir et on peut perdre la motivation. On repère confiance dans le peu de confiance, enfin on repère la confiance, le peu de confiance qu'on avait toute naissante là dans sa capacité à dormir, qui je le rappelle, le sommeil c'est une fonction innée, le corps il sait dormir, il est juste embêté par les choses qui viennent entraver les mécanismes naturels du sommeil et tu en as cité d'ailleurs tout à l'heure quelques-uns quand tu parlais d'une, d'un surplus de cortisol etc. Et donc le fait de savoir que, bah, on peut être peut-être à tel moment dans son cycle et peut-être que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait ou avec ce qu'on n'a pas fait et que oui, ça va peut-être durer, 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, mais qu'après ça reviendra. Ça permet d'avoir un regard et une relation et un vis-à-vis de son sommeil et un discours interne qui est quand même complètement différent et c'est en ça aussi où l'information, elle est si précieuse. C'est le fait de pas avancer à l'aveuglette et de se dire: «OK, je laisse couler, c'est mon corps, il fait ce qu'il a à faire et puis, bah, je continue. Je sais, je me mets des repères, je sais ce que je dois faire pour mon sommeil et ça va reprendre sa voie normale, en fait». Mais c'est toute la difficulté du cycle quand c'est inconscient. Je te rejoins à Mmh. 100%. C'est-à-dire que quand c'est inconscient, on a toujours l'impression de se dire: «Ah mais c'est pas possible, les autres ils ont l'air d'y arriver, ils tiennent leur truc et tout et puis moi je tiens pas, parce qu'il y a ce truc-là qui est venu», et en réalité, une fois qu'on en est consciente et qu'on a réalisé ce qu'on appelle les patterns, c'est-à-dire les choses qui se reproduisent tout Mmh. au long du cycle systématiquement dans la même zone et cetera. Mais une fois qu'on a réalisé les patterns, bah, déjà on peut s'en amuser. On arrête d'être collé à l'émotion d'échec. Exactement. Tu vois, Mmh. moi je m'en amuse énormément quand je me vois faire le ménage à 1 heure du matin dans ma phase lutéale parce que j'adore faire le ménage et qu'en plus je le fais à cette heure-là. Je m'en amuse aussi, c'est-à-dire je me regarde moi-même avec douceur. Je suis plus en train de me crier dessus intérieurement, c'est exactement ce que tu dis, en me disant: «Oh là là, mais c'est pas possible, si tu te couches à cette heure-là, c'est sûr que tu vas pas», enfin tu vois? Ce dialogue-là. Donc déjà, ça permet de recréer aussi un dialogue serein avec soi. Moi, j'aime bien aussi beaucoup l'autodérision. Une fois qu'on a compris, c'est plus facile de rire de nos propres travers Oui. que tant qu'on n'a pas compris et que du coup on subit et qu'on est collé au truc. Donc moi, j'ai beaucoup ça. Et puis, ça permet aussi quand même de trouver des choses qui sont adaptées. Oui. C'est-à-dire que l'illusion de ce truc-là qui avait l'air de fonctionner, et ben en fait, il est plus adapté. Mais pourquoi il est plus adapté? Ben, il est plus adapté parce qu'il y a des paramètres qui ont changé et que j'avais pas forcément compris. Et par exemple, moi, je ne m'endors pas de la même façon en fonction des phases de mon cycle. Très clairement, parce que comme je disais, pour moi, le sommeil est un problème, donc je le pose ici. Je fais pas partie des personnes qui ont une facilité à dormir. Je fais partie des personnes qui ont des problématiques avec ça, donc qui ont réfléchi à ça. Et je ne m'endors pas de la même façon. Je vais pas utiliser les mêmes outils en fonction des phases dans lesquelles je suis. Et donc le comprendre me permet aussi de créer des stratégies qui sont efficaces, tu vois? De savoir aussi que, par exemple, bah, quand je suis posée sur ma planche, donc au moment de mes règles, eh bien, je vais vraiment protéger mon sommeil. Ça va être très compliqué de faire en sorte que je ne dorme pas, dans cette période-là, parce que je vais vraiment le protéger, parce que je sais que pour moi, c'est une période où je peux dormir beaucoup. Du coup, je vais pouvoir me ressourcer. Donc en fait, vraiment, c'est tout va être mis à distance, de ce qui pourrait me déranger, tu vois? Mmh. Et c'est pas le cas dans d'autres sphères, tu vois? Donc c'est vraiment intéressant, je pense, de se comprendre pour se dire que des stratégies qui sont adaptées à un moment ne le sont pas forcément à d'autres et que,
et comprendre aussi les mécanismes. Tu vois, un truc tout bête, nous on est fan à Kiffe ton cycle de la collation sérotonine. Je sais pas si tu connais ça Oui. ou pas du tout. Ouais. Donc peut-être que tu la recommandes, mais par exemple dans la phase prémenstruelle, on a une chute de la sérotonine. Donc en fait, si on amène vers 16 heures ce qu'il faut en termes de sérotonine, donc la petite collation, en plus, il se trouve que dans cette période-là, en général, donc dans la phase lutéale, la période qui précède les règles, la période prémenstruelle, on a souvent des accès d'envie de manger, tu sais, Mmh. de fringales. Donc, si on a cette collation qui amène donc nous, on conseille avec de la banane, des trucs qui nous font plaisir, des oléagineux, des choses comme ça. En fait, ça permet de manger, d'éviter les fringales, et puis surtout d'apporter la sérotonine qui derrière va permettre de sécréter la mélatonine, tu vois, aux bonnes heures. Et donc, d'avoir ces petites astuces-là pour combler le fait que dans cette période-là du cycle, il y a un petit peu moins de sérotonine qui est sécrétée naturellement, eh bien, ça permet de faciliter l'endormissement aussi. Gaëlle, je vois l'heure qui tourne et je sais que tu as un impératif après. Il me reste encore quelques questions à te Vas-y, poser. je t'en prie. Donc, je vais y aller tout doucement. Je voulais te demander, pour 2 situations du coup, différentes, on pourrait pousser à 3, mais on va voir selon le temps. Si par exemple, moi je suis, une maman, enceinte et je viens te voir parce que je veux des conseils et parce que justement je dors pas et parce que je sens qu'au niveau hormonal, c'est voilà, c'est un grand bouleversement. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Et après, je voulais te poser la même question avec, voilà, mon médecin pense que je suis en périménopause et j'ai des grosses bouffées de chaleur et mon sommeil est du coup, très compliqué. Qu'est-ce que je fais dans ces 2 situations-là? Est-ce que toi, tu aurais des choses à proposer pour que ce soit le plus favorable possible, le moins compliqué? Alors enceinte, je vais me sentir totalement incompétente, donc je vais pas aller sur le terrain. Je préfère te le dire tout de suite D'accord. parce que c'est un climat hormonal tellement particulier la grossesse que je saurais pas répondre en fait. Donc tu vois, j'ai pas grand chose à apporter sur cette période-là. Par contre, sur la périménopause, là pour le coup, il y a des choses vraiment intéressantes à comprendre et que je connais surtout, parce que ça veut pas dire qu'enceinte il y a pas des choses à comprendre, mais c'est juste que j'ai pas les clés. Sur la périménopause, en fait, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est que c'est notre ovulation, bien souvent, qui va être de moins bonne qualité. Il faut savoir que les follicules qui sont dans nos ovaires et qui vont ovuler, ils sont dans nos ovaires depuis que nous, on est dans le ventre de notre maman. Donc, ils Mmh. sont pas tout jeunes quand même en général quand on arrive en périménopause. Et donc, ils vont avoir un petit peu plus de difficulté à produire un corps jaune de qualité. Et donc, on va avoir tendance à sécréter de la progestérone en moins grande quantité. En gros, c'est ça les conséquences. Donc le fameux ratio dont tu nous parlais tout à l'heure, Exactement. d'accord, il se retrouve plus On va élevé. se retrouver avec trop peu de progestérone. Donc, progestérone, on l'a vu tout à l'heure, Mmh. anxiolytique, calmante, apaisante. Et on a les oestrogènes qui, eux, nous agitent bien et qui vont être en excès. Et donc, on va se retrouver dans un ratio qui va être déséquilibré, qui va générer du syndrome prémenstruel. Là, ce qu'on va avoir tendance à faire, ce que je vais vous conseiller, c'est 2 choses. Un, de faciliter l'ovulation pour le corps, donc faire en sorte qu'on évite d'avoir des carences, notamment, je pense en oméga 3, mais aussi le magnésium. Tu vois, il y a des carences comme ça qu'on va éviter d'avoir, de façon à faciliter le corps pour que ça se passe bien dans sa sécrétion, lui, de la progestérone. Donc ne pas limiter, enfin ne pas diminuer la sécrétion de progestérone, qui est déjà compliquée parce que le corps jaune n'est pas de super qualité, tu vois. Diminuer aussi le stress, ça, j'ai envie de te dire, c'est quasiment impensif, mais on peut pas ne pas le dire parce que c'est aussi une réalité. Et ça veut dire trouver ses propres astuces. Enfin, diminuer le stress, ça veut pas nécessairement dire aller au yoga, faire ce que tout le monde fait pour baisser le stress. Et quelle est ma façon à moi de faire en sorte que je ne sois pas en stress chronique. Et puis ensuite, la chose qu'on va pouvoir faire, c'est soutenir le corps pour évacuer les oestrogènes. Évacuer les Mmh. oestrogènes en excès. Et donc là, par exemple, ça va être d'aller travailler, vérifier la constipation, notamment, c'est tout bête, hein, mais les personnes constipées n'arrivent pas à faire sortir les oestrogènes. Et en fait, les oestrogènes sont recaptés dans l'intestin. Donc en gros, ils partaient vers la poubelle. Et puis, comme ils restent là, le corps se dit, bon, moi, je vais les récupérer. Et en plus, ils sont recaptés sous une forme qui est encore plus problématique pour nous. Donc là, tu vois, c'est tout bête, mais faire en sorte d'éviter les constipations, donc c'est-à-dire manger suffisamment de fibres, boire suffisamment, ça c'est clairement un discriminant important. Et ensuite, regarder dans tout ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est-à-dire son mode de vie, l'alimentation, les pics de glycémie,
les exoestrogènes aussi qu'on peut avoir autour de nous, dans nos produits ménagers, par exemple, c'est tout bête, hein, mais ouvrir la fenêtre au moins 5 minutes tous les jours, quelle que soit la température qu'il fait dehors, dans les pièces dans lesquelles on est. Faire en sorte que nos produits qu'on va se mettre sur la peau aient le moins de composants possible, et que ce soit des composants qu'on comprenne. En gros, c'est ça, hein, la façon de regarder, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, c'est qu'a priori, ce soit des composants. Et puis on peut se faire aider aussi de certaines applications comme Yuka ou d'autres qui permettent de voir un petit peu s'il y a des perturbateurs endocriniens. Et ça va être de limiter tout ça de façon à soutenir le corps. En fait, ce qu'il faut se dire en période de périménopause, donc autour de la ménopause, c'est que le corps passe d'un état à un autre, un état cyclique à l'état non cyclique. Et ça va se faire petit à petit et tout doucement. Et il est en permanence en train de s'adapter. Donc, si nous, à côté, on fait en sorte de lui amener les micros et les macronutriments dont il a besoin, on fait en sorte de l'aider quelque part dans son fonctionnement, eh bien, on va faciliter l'arrivée sur la ménopause. Si au contraire, on a un mode de vie qui fait que le corps, il est déjà tout le temps en train de gérer comme il peut, bah forcément, dans ces périodes de transition, il va galérer encore plus. Et alors du coup, arrivé en ménopause, qu'est-ce qui se passe? Puisque là, il y a plus de production de progestérone, ou alors Non. un petit peu, plus du tout? Ouais, quasiment plus, ouais. Plus du tout, d'accord. Parce que là, il y a quand même les glandes surrénales qui prennent le relais pour les hormones féminines, mais c'est infime par rapport à ce qu'il y a Il y a au les niveau. glandes surrénales et puis il y a aussi les tissus adipeux qui vont sécréter des œstrogènes, donc qui prennent le relais. D'ailleurs, d'où la petite bouée, tu sais, qu'on prend au moment de la ménopause autour de la taille. Et ben en fait, il faut la remercier parce que souvent, c'est elle qui nous permet un atterrissage en ménopause plus doux. Donc, ne vouloir avoir aucune graisse à l'arrivée en ménopause, c'est se dire que l'atterrissage va être un peu plus rude pour le corps parce que, en fait, dans les cellules adipeuses, on sécrète aussi des œstrogènes. Mais c'est clairement pas du tout sur les niveaux, effectivement, qu'on pouvait avoir avant. Donc, c'est un changement. Le corps doit retrouver un nouvel état. Et donc plus de progestérone? Non, quasiment plus. Un tout petit peu, mais c'est totalement à la marge. D'accord, et alors, quelle est la répercussion sur le sommeil? Est-ce qu'on peut retrouver un sommeil plus apaisé parce que le ratio, il est à nouveau plus, comment dire, il est plus équilibré? Je trouve pas le mot, c'est un mauvais mot, équilibré, En mais en fait, tout cas, il y a plus il est vraiment de plus ratio en régulier? réalité. Ouais. Ah, il y Et a puis plus de ratio. il y a plus vraiment de ratio. En fait, la question se pose plus. C'est pour ça que d'ailleurs dans la période, dans la phase lutéale, on a des œstrogènes qui montent au fur et à mesure, mais qui viennent pas vraiment nous chercher parce qu'en fait, ils sont tout seuls. C'est quand il y a les deux que ça crée la tension. Tu vois, frein accélérateur. Tant que tu appuies que sur l'accélérateur, en vrai, le corps il dit c'est pas grave, j'accélère. Tu vois. Le problème c'est quand tu appuies frein accélérateur et puis du coup il y a un ratio entre les deux et que là ça crée des tensions. Tu vois le truc. Et donc là, c'est ce qui se passe en fait en ménopause, une fois que tout s'est apaisé et que le corps a arrêté de lutter. Parce qu'en fait, la première phase de la ménopause, c'est le système hypothalamo-hypophysaire qui continue de dire aux ovaires allez-y, 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 allez-y. Et les ovaires qui disent mais on n'a plus rien. En gros, c'est ça qui se passe. Et donc, dans cette période-là, qui précède le moment où le corps dit ok, c'est bon, j'ai compris, on lâche, on arrête tout, tu vois. Et donc, en fait, dans cette toute première partie de la ménopause, il y a beaucoup de tension parce qu'on sécrète énormément d'hormones qui viennent du complexe hypothalamo-hypophysaire, qui tentent d'activer des ovaires qui, elles, ne veulent pas s'activer. Tu vois, donc ça crée de l'agitation et de la tension, et c'est ce qui crée les désagréments qu'on peut avoir au début de la ménopause. Puis à un moment, tout s'apaise, parfois dès le début, parce que finalement, le corps a fait un atterrissage en douceur. Puis parfois, il faut un peu plus de temps, tu vois. Et donc, effectivement, on n'a plus du tout le même système, et normalement, une fois qu'on a trouvé la vitesse de croisière, il n'y a pas de raison d'avoir des problématiques de sommeil. Après, il y a quand même un sommeil qui va être différent avant la ménopause, d'après la ménopause. Là, pour le coup, moi, j'ai pas les éléments. Je veux surtout pas aller sur des éléments que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. Je sais que ce que je sais, c'est qu'a priori, le sommeil est souvent moins long. En tout cas, le sommeil nocturne est souvent moins long après la ménopause, mais je ne sais pas quels sont les mécanismes qui président à ça. Mais il y a quand même un lien entre justement la progestérone et la mélatonine. Donc comme la mélatonine est l'hormone du sommeil et qui permet aussi un sommeil déjà assez long sur la nuit et puis aussi pas mal de sommeil profond. Donc je pense qu'on vient justement alléger le sommeil et puis c'est plus difficile d'avoir une nuit de 8 heures souvent pour les personnes qui, en tout cas pour les femmes qui sont ménopausées, mais même pour les seniors de façon générale. Ouais, ce que j'allais dire, Le parce sommeil que redevient fragmenté en fait, avec un temps de nuit puis une sieste en journée qui
qui permet de se sentir bien, d'avoir un sommeil suffisant. Mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup moins de sommeil profond plus les décennies passent. C'est ça, mais du coup, j'entends ton hypothèse sur le lien avec la progestérone, il me parle aussi. Et en même temps, je me dis que en phase folliculaire, on n'a pas de progestérone non plus. Et pour autant, on arrive à maintenir a priori des nuits plus longues, tu vois, quand on est plus jeune. Je sais pas quel est le processus, il faudrait Oui, l'étudier. je le connais pas non plus du tout de façon exacte, mais je pense qu'il y a une sorte de corrélation aussi avec l'horloge biologique qui fatigue aussi et qui peut-être vient induire des choses un petit peu différentes. Mais je pense qu'il y a plus une corrélation de plusieurs facteurs plutôt qu'une seule causalité. Mais de toute façon, c'est souvent comme ça dans le corps. Donc ça me surprendrait pas du tout que ce soit comme ça pour le sommeil, effectivement. Ouais, c'est tout à fait possible, mais c'est vrai que du coup, sur ce mécanisme-là, je préfère pas m'engager parce que Oui, non, je ne ça le reste maîtrise pas non une plus. hypothèse aussi et pour les recherches que j'ai faites, parce que c'est quand même quelque chose qui m'a toujours beaucoup intriguée et puis parce que les troubles du sommeil sont quand même extrêmement présents chez les personnes de 50, 60 ans et plus. Et donc, j'avais fait beaucoup de recherches par rapport à ça et il n'y a rien de probant, en fait, qui est mis en avant. Donc, de toute façon, le sommeil, mais comme ce que tu disais par rapport à la thématique là sur les cycles menstruels, il y a encore tellement de choses à découvrir. Il y a des pistes, il y a des choses qui sont lancées, qui sont évoquées, des choses possibles. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir. Puis bon, d'une certaine Tellement, façon, tant mieux. C'est la recherche, hein. complètement. Merci infiniment, Gaëlle, pour le temps que tu nous as accordé sur le podcast aujourd'hui. C'était riche d'enseignements. Merci beaucoup. C'était vraiment précieux. Je suis ravie de tout ce que tu nous as partagé et je pense que toutes les personnes qui t'ont écouté ont découvert énormément de choses. Où est-ce qu'on te retrouve pour aller plus loin, pour découvrir ton travail, tes livres? C'est assez simple en fait, c'est monomaniaque, il suffit de taper kiffe ton cycle, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, donc sur votre réseau social préféré. Celui sur lequel on est le plus actif, c'est Instagram. Mais après, on a le site kiffetoncycle.fr aussi, qui lui présente un petit peu tout ce qu'on peut proposer, notamment les programmes qu'on propose. Je pense au programme Kiffe ton syndrome prémenstruel dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi Kiffe ta préménopause, tu vois, tous ces programmes qui permettent de soutenir le corps et de se sentir mieux. Et puis ensuite, oui, les réseaux sociaux, venir nous voir et les livres dans vos meilleures librairies. Voilà, il suffit de le commander si la librairie n'ont pas. Donc il y a un livre pour les jeunes, un livre pour les adultes. Kiffe ton cycle, c'est pour les adultes. Et Kiffe tes règles, c'est pour les jeunes. Donc les deux édités chez Larousse. Super. Je mettrai les différents liens en descriptif de l'épisode, bien sûr, pour qu'on puisse te retrouver. Mais pour les gens qui pourraient pas aller voir dans le descriptif, au moins, ils ont entendu tout ça. Super. Merci infiniment, Gaëlle. C'était précieux de t'avoir à mon micro. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis, je te retiens pas plus et je te souhaite une bonne suite de journée. Merci Aurélie, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Bravo à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça permet d'avoir plus de visibilité et puis de me signifier que ça vous intéresse. Vous pouvez aussi bien sûr me rejoindre en newsletter, vous pouvez vous abonner avec le lien en description. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous avez les news du podcast et vous avez aussi des petites vidéos sur des sujets bien précis pour continuer votre exploration du sommeil. Et bien sûr, je suis sur l'ensemble des plateformes de podcast si vous avez envie d'accéder à tous vos épisodes en audio. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.